Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy A8 2018, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un mobile qui est un peu le chaînon manquant, le maillon manquant entre la gamme A et la gamme S. Un mobile qui, comme son nom le laisse supposer, A8 2018 succède à la version A8 2017. Et c'est un mobile qui est commercialisé, officialisé depuis janvier 2018. On est en mars 2018 lorsque je fais cette vidéo. Il est commercialisé au prix maximum conseillé de 499 €, donc on va arrondir à 500 €. Un prix tout de même, vous l'aurez remarqué, haut de gamme. Et d'ailleurs, je parle de prix, si vous voulez faire la bonne affaire sur ce mobile et aussi bien d'autres, il y a notre comparateur de prix qui se trouve en description de la vidéo, en commentaire de la vidéo, mais aussi en annotation, en incrustation sur la vidéo elle-même. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire la bonne affaire, eh bien vous rendre sur notre comparateur de prix. Alors le Samsung Galaxy A8 2018, donc c'est le chaînon manquant, le maillon manquant entre la gamme A, constituée notamment aujourd'hui du A3 et du A5, et la gamme S, notamment avec le S8 et le S8 Plus, et plus récemment le S9 et le S9 Plus qui viennent d'être officialisés. Donc c'est un petit peu un mobile qui se trouve entre deux gammes, c'est ce qui va lui permettre d'être très attractif, il est très bien spéqué, mais c'est aussi ce qui va lui faire mal, puisque finalement, à ce prix, 499 €, 500 €, il est en concurrence frontale avec le S8 et le S8 Plus qui ont vraiment baissé de prix au cours des 12 derniers mois. Donc finalement, sa force, c'est celle-là, c'est celle d'être en haut de gamme. Sa faiblesse, c'est celle d'être en concurrence directe avec d'autres mobiles de Samsung. Et finalement, c'est l'aspect cannibalisation de la marque. Alors le Samsung Galaxy A8 2018, c'est un mobile qui présente très bien. Et encore une fois de plus, on est entre deux univers. Alors on va le détailler ce téléphone, on va prendre le temps de le regarder. Alors déjà, premièrement, là je fais tout de suite cette parenthèse, vous l'avez entendu, hein, je l'ai fait glisser. C'est un téléphone qui est extrêmement glissant. La prise en main est bonne, il a des dimensions qui sont tout à fait correctes. Si je vous les détaille, d'ailleurs je reprends ma petite fiche, 14,9 cm de long, 7,1 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Donc c'est un mobile qui est plutôt fin. Alors c'est un mobile qui se prend très bien en main parce qu'il a des bonnes dimensions, donc on peut tout à fait bien le tenir correctement en main, il n'y a pas de problème. Mais c'est d'ailleurs, il faut vraiment le tenir fermement en main et correctement en main parce qu'il glisse énormément. Il glisse énormément parce que, bon, certes, sur sa face avant, il y a une vitre Corning Gorilla, donc qui est déjà glissante en tant que telle, mais c'est surtout qu'au dos, il y a encore une vitre Corning Gorilla qui elle aussi est extrêmement glissante. Particularité de cette vitre, premièrement, c'est qu'on ne sait pas quelle est sa version. 3, 4, 5, Samsung ne l'a pas officialisé, donc on ne sait pas. On est probablement dans la 5, mais il n'y a rien de sûr. Mais la deuxième particularité de ces vitres, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est qu'elles prennent vraiment, vraiment facilement les traces de doigts. Donc ce téléphone, eh bien, si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à le nettoyer. Et si vous avez peur finalement de le laisser tomber, eh bien, vous allez finalement lui mettre une coque ou un étui, ce qui finalement, de fait, va cacher son design. Donc on n'a pas de solution idéale avec ce téléphone. Il est très beau. Il ressemble à la gamme A, donc il ressemble énormément au A3 et au A5. Il ressemble aussi au S8 et au S8 Plus, au S9 et au S9 Plus. Donc il a vraiment cette tendance double design, mais ça c'est un point positif. Le point négatif, c'est que finalement le design, vous n'allez même pas en profiter si vous le couvrez ce mobile pour le protéger. Alors, si on détaille le téléphone sur sa face avant, on a un écran sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, mais qui est un écran donc de 5,6 pouces, format 18 neuvième, ou peut-être un petit peu plus, mais on va reparler d'ici quelques instants. Le téléphone est légèrement arrondi au niveau de son écran, mais ça encore on va en parler. Le téléphone, il a ses coins qui sont arrondis. La vitre a un effet 2,5D qui est plutôt sympathique. En tout cas, même si c'est pas revendiqué par la marque, c'est un effet qu'on retrouve sur le téléphone. Il pèse 172 grammes, ce qui est un poids un petit peu au-dessus de la norme, un petit peu au-dessus de la moyenne, mais bon, finalement on s'en rend pas compte vraiment et à l'usage on oublie très rapidement justement ce poids. C'est un téléphone donc, qui présente très bien, face avant très épuré, un écran qui occupe 76%, à peu près 76% de la face avant du mobile. Au-dessus de ce téléphone, on a un écouteur, deux capteurs photo frontal, donc c'est une première pour Samsung, du capteur de luminosité de proximité. Les touches ne sont pas des touches tactiles, ou plutôt si elles sont tactiles, elles ne sont pas sensitives, elles sont tactiles parce qu'elles sont intégrées à l'écran. Sur le côté gauche du mobile et d'ailleurs sur tout le tour du téléphone, on remarque un pourtour métallique. Donc il y a vraiment un châssis métallique sur lequel en fait sont greffées les deux vitres. On retrouve du slot de carte SIM 1. On retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus, on retrouve un deuxième slot de carte SIM numéro 2 et micro SD. Je précise que ce téléphone est la version dual SIM du mobile, donc double SIM. Elle s'appelle Duos, cette version. Ce téléphone existe aussi en version simple SIM. Ça ne change pas, il y aura quand même les deux slots,
mais le slot numéro 2, celui qui est sur le dessus, ne comportera que l'emplacement pour la micro SD, mais pas l'emplacement pour la carte SIM numéro 2. On retrouve l'emplacement du micro secondaire qui permet de réduire le bruit, d'atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation notamment. Donc c'est un micro qui agit aussi en étouffement du bruit parasite. La grille du haut-parleur qui, comme sur la gamme A, se trouve toujours sur le flanc droit. Le bouton on-off. Et puis en dessous, on retrouve l'USB-C, parce que c'est un USB-C. Donc c'est le fameux connecteur réversible, l'entrée micro primaire et le mini jack. On retrouve également des séparateurs du cadre métallique pour permettre justement d'avoir une bonne accroche au niveau de l'antenne. Au dos du mobile, on retrouve cette fameuse vitre, très classe, très élégante. Ici, on est sur la version noire du mobile. Ce téléphone existe aussi en 4 autres versions, au total en 4 autres versions, donc 3 autres versions. Il existe donc en noir, la version qui est devant vous, en bleu, en gris et en or, couleur dorée, champagne. Alors, au dos du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Un capteur photo dorsal, un seul, au contraire du frontal où il y en a deux. Un flash LED, qui est simple flash LED, qui n'est donc pas double ton, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. On retrouve un capteur d'empreinte digitale, le marquage Samsung, le marquage duo qui veut bien dire que ce téléphone est bien double SIM, c'est comme ça. Chez Samsung, les duos sont des doubles SIM. Et on retrouve du logo de certification, certes, voilà, il est dans la masse, il n'est pas très utile, il est là. Il est même plutôt disgracieux, mais bon, tous les constructeurs sont obligés de faire ce genre de choses. Voilà, donc le téléphone présente très bien, il est très beau, mais finalement il est un peu entre deux univers de design. Comme je vous l'ai dit, on retrouve des notes stylistiques de la gamme A, notamment la grille du haut-parleur qui est sur le côté droit, mais on retrouve aussi des notes stylistiques de la gamme S, notamment avec cette forme de capteur d'empreinte digitale et capteur photo qui se retrouve par exemple aussi sur le S9 et le S9 Plus. Voilà. Alors ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que ce téléphone a été commercialisé, lancé avant le S9, et en général Samsung aime bien camoufler les notes de design. Alors en fait, le A8 a été précurseur sur un certain nombre de pointes de design qui ont été utilisées sur le S9 et le S9 Plus. Alors vous me direz peut-être que c'est également le cas du Note 8 qui était commercialisé avant, mais oui, on retrouve quand même du S9 et du S9 Plus. Alors le téléphone est doté, comme je vous l'ai dit, d'un écran, un très bel écran. Un écran au format 18,5 neuvième, donc on est un peu au-dessus du 18 neuvième. Pourquoi? Parce que chez Samsung, on a ce petit arrondi au niveau des bords de l'écran, ce qui fait que finalement Samsung a été obligé de travailler un petit peu son écran. Un écran qui est fabriqué maison, c'est du Super AMOLED, donc c'est très beau au niveau des couleurs, c'est très contrasté, et c'est doté ici d'une bonne luminosité, 560 nits maximum. Eh bien, c'est le score de ce téléphone. Sachant que les très haut de gamme, les ultra haut de gamme arrivent parfois dans les 600. Ici, on est quasiment au maximum. On est à 560. C'est un très bel écran, une très belle luminosité donc, que vous pouvez régler, soit en manuel, soit en automatique. Et c'est un écran donc, qui a une image qui pop, vraiment qui contraste, hein, qui ressort très bien. Alors, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas forcément la vidéo Big Bug Bunny ou trouvent qu'elle revient trop fréquemment, mais c'est un très bel écran. Alors, parenthèse supplémentaire qui a son intérêt. Alors là, par contre, je vais réduire le son et je vais vous reparler du son d'ici quelques instants. Parenthèse qui a son intérêt, ce téléphone a donc belle luminosité, beau contraste, belle gestion des couleurs, gestion d'ailleurs qui peut être aussi automatique ou manuelle, on va y revenir, j'espère ne pas oublier. Ce téléphone a une résolution d'écran qui est Full HD+, ce qui veut dire que précisément, en fait, le nombre de pixels affichés par cet écran, c'est 2220 pixels, donc on est au-dessus des 1920 parce qu'on est sur un écran 18 neuvième, 18,5 et non pas 16 neuvième, donc il y a plus de pixels, l'écran est un peu plus large, hein, du coup, et on est sur une densité de pixels qui est vraiment très satisfaisante, puisqu'on est à 441 pixels par pouce. 441 pixels par pouce, pour vraiment tout vous dire, on ne les voit pas à l'œil nu, et même en forçant avec le zoom de la caméra, franchement, c'est le zoom qui décroche avant. Bon, là on y arrive, on arrive à voir la trame si j'incline un peu l'écran, mais à l'œil nu, non, l'image est vraiment vraiment nette. Donc la force principale, l'une des forces principales de ce téléphone, c'est déjà son écran. Alors au niveau du son, l'écouteur, rien à redire. Le jack 3.5, rien à redire. On est sur du 192 kilobits par seconde, enfin 24 MHz. Enfin bon, je me souviens plus exactement des données, mais enfin peu importe, soi-disant. Non. Dans la réalité, effectivement, si vos MP3 sont bien encodés et si votre casque est plutôt bon au niveau de la gestion du son, eh bien vous aurez un son très très satisfaisant. Ça, c'est au niveau du jack 3.5, enfin du mini jack, ou du Bluetooth, ou de l'écouteur, etc. Au niveau du haut-parleur, je mettrai probablement une incrustation ici, tout comme je l'aurais fait pour la luminosité précédemment. Au niveau du haut-parleur, on est sur un son qui pulse,
mais qui pulse raisonnablement, 106 watts, enfin décibels, pardon, je dis des watts, ça n'a rien à voir, 106 décibels, eh bien c'est le score maximum présenté par le haut-parleur de ce téléphone, preuve à l'appui, vous l'aurez remarqué avec cette incrustation. Eh bien on est sur un son qui est puissant, pas trop puissant, parce qu'il y a des téléphones qui vont plus loin, qui vont à 120, voire même 130, certes, mais c'est un son qui reste puissant, pas enveloppant, parce qu'il est quand même unidirectionnel, hein, donc le son va plutôt vers le haut. Si vous prenez votre téléphone comme ça, justement, pour jouer à un jeu ou tout simplement pour écouter de la musique en haut-parleur, bien que je ne sois pas convaincu que ce soit vraiment l'usage, eh bien, finalement, le son est vraiment directionnel, quoi. Et il n'est pas directionnel vers vos oreilles, puisque les haut-parleurs ne sont pas en frontal. Bon, ça c'est une particularité. Le son reste quand même très clair, très très clair au niveau du haut-parleur, donc c'est quand même un bon point à ce niveau-là. Donc on a une très belle image, on a un son de bonne qualité, y compris par le haut-parleur. Alors au niveau des performances, on est sur un téléphone qui est quand même puissant. Alors il est puissant parce qu'il a quand même des composants qui sont faits pour, ce qui est quand même un bon point. Je le rappelle, on est quand même sur un téléphone qui vaut 500 euros. Ça aurait été dommage d'avoir une charrue, quoi. Bon, ça aurait été dommage. Donc on est sur un téléphone qui a 117 000 points sur la nouvelle version d'Antutu V7. Donc qui a modifié aussi l'échelle de valeur, hein. Donc méfiez-vous, hein, si vous avez un téléphone et que vous avez testé sur la V6, vous n'avez plus les mêmes échelles, hein. La V7 est quand même relativement plus généreuse en général. On est aussi sur un téléphone, tiens, je ne vous l'ai pas donné ça, qui s'appelle le SM A530F, et précisément /DS, puisqu'il est double SIM. Eh bien, cette référence a tout son intérêt, puisqu'en fonction des différents marchés sur lesquels se trouve ce téléphone, et ici on est sur la version européenne, eh bien, sur les différents marchés, en fait, les composants sont peut-être pas forcément les mêmes. Mais globalement, les performances ne changent pas. Donc on est sur un téléphone qui est doté de bons composants, ce qui lui permettent ces performances. Donc on est sur un processeur Exynos, processeur maison, hein, sur cette version, qui est le 7885, ça parle reconnaisseur, c'est un 8 cœurs de technologie de type Big Little, donc il y a 4 cœurs qui sont cadencés à 2,2 GHz et 4 cœurs qui sont cadencés à 1,6 GHz. Le processeur ne fonctionne pas à plein rendement tout le temps, il fonctionne à plein rendement quand vous en avez besoin, il s'adapte. Donc c'est pour ça qu'on est sur une technologie type Big Little. Voilà. Tous les cœurs ne fonctionnent pas à plein régime en simultané, c'est en fonction de l'usage. Il s'adapte, comme je viens de vous le dire. 4 Go de mémoire vide dans ce téléphone, donc de quoi être très à l'aise en multitâche et en multifenêtre, parce que ce téléphone est bien doté de la capacité multifenêtre que je vais vous montrer tout de suite, parce que sinon je vais oublier. Alors en appuyant correctement, bien sûr. Bah alors, voilà, donc on arrive à faire du multifenêtre, et ce téléphone est très à l'aise. Voilà. Bon, fractionner, voilà, donc c'était un petit message pour dire que oui, j'avais bien arrêté le fractionner. On peut fractionner l'écran, et chez Samsung, on a cette possibilité-là justement de régler les différentes tailles des deux écrans. Petite particularité supplémentaire, donc on est sur une très grande aisance du téléphone au niveau du multitâche et du multifenêtre. Le téléphone embarque un processeur graphique qui lui permet aussi d'être à l'aise en jeu 3D, je mettrai peut-être une incrustation, qui est un Mali G700, pas du tout, pas G700, G71 pour être précis. Encore une fois de plus, ça parlera aux connaisseurs. Pour le reste des mortels, comme vous et comme moi peut-être, enfin peut-être vous, en tout cas moi, oui, eh bien c'est tout simplement une information supplémentaire. Alors, ce téléphone embarque de la mémoire de stockage, vous vous en doutez. Alors le constructeur revendique que ce téléphone a 32 Go de mémoire, certes, c'est le cas. Règle de conversion et puis espace de stockage squatté par le système d'exploitation, le constructeur finit par dire qu'on en a 22,7. C'est très clair, c'est honnête de la part de Samsung, c'est même écrit sur le site internet de Samsung sur la fiche produit de ce téléphone. 32 Go, non, 22,7. Et oui, il y a bien 22,7 Go de mémoire disponible. Vous avez quand même, je le rappelle, l'emplacement microSD qui accepte des microSD allant jusqu'à 400 Go. Certes, bon, elles valent très cher, hein, les 400 Go, même les 200 valent cher, mais une 32, une 64 Go, ça vaut le prix, c'est pas cher. Et d'ailleurs, il y a un comparateur de prix de cartes microSD sur l'article même de test sur le site de Top for Phone, de celui de ce mobile, hein, l'article de test de ce mobile. Voilà, donc bon, c'était une parenthèse, mais tout ça pour dire que finalement, sur les 22,7 Go que revendique Samsung en théorie sur ce téléphone, personnellement, quand j'ai fait le premier démarrage, que j'ai installé toutes les applications que revendique Samsung comme proposition, parce que vous pouvez installer ou ne pas installer. Je mettrai aussi une petite incrustation pour ça, mais vous avez le choix. Vous avez le choix de ne pas installer toutes les applications qui sont dans ce mobile. Eh bien, si vous ne les installez pas toutes, Samsung revendique 22,7 Go. Si vous les installez toutes et que, en plus, vous faites les mises à jour, eh bien, vous tombez à 21 Go. C'est ce qui est arrivé justement sur mon cas, 21 Go. Bon, ça reste quand même très acceptable.
La connectivité de ce téléphone, on va parler maintenant de la connectivité. Alors, je vais juste lancer SensorBox, qui est une application. Allez, hop, on arrête le fractionné. Vous l'avez vu, je l'ai arrêté. C'est simple, hein. C'est pas compliqué pour l'usage. SensorBox, qui est là plutôt pour les capteurs. Mais bon, je vais commencer déjà par la connectivité au global. Notamment, le téléphone est bien un double SIM ici, dans sa version Duos. Ce téléphone, attention, existe aussi en version simple SIM. Mais en France, en tout cas visiblement, il n'est commercialisé que dans la version double SIM. Une SIM ici, une micro SD supplémentaire ici. Voilà, ce sont les deux slots que vous pouvez gérer. La carte micro SD, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le téléphone est bien double SIM format nano. Ce sont des cartes SIM format nano, hein. Donc gardez bien ça en tête. Si vous avez une micro SIM ou une mini SIM, c'est non. Donc demandez à votre opérateur tout simplement de vous donner une mini SIM, une nano SIM, pardon. En général, il le fait gratuitement, l'opérateur. Alors le téléphone, donc il a double emplacement carte SIM, il a emplacement micro SD, il est 4G LTE, d'ailleurs il est doté de toutes les fréquences nécessaires pour la France, B1, B3, B7, B20 et B28, la plus récente, donc il les a bien, ces 5 fréquences il les a. Et à côté de ça, eh bien, on a tout ce qu'il faut. Ce téléphone est Wi-Fi, ABGNAC, il est Bluetooth 5.0, il est doté de l'USB-C que je vous ai montré tout à l'heure, il a le NFC, il est doté d'une puce GPS AGPS, GLONASS et Beidou, donc réseau satellitaire américain, réseau satellitaire russe et réseau satellitaire chinois. Apparemment, il n'est pas Galileo, donc le réseau de satellites européen. Ça ne m'étonne pas trop. Le téléphone est doté d'un mini jack, comme vous l'avez vu, donc il n'y a pas besoin d'un adaptateur, vous pouvez brancher directement vos écouteurs avec votre casque, ça tombe bien, il y a des écouteurs de bonne qualité qui sont fournis avec le téléphone. Le téléphone est doté de la radio FM, vous pouvez écouter votre musique en branchant les écouteurs en guise d'antenne, c'est cadeau, c'est une fonctionnalité cadeau offerte. Et côté capteur, eh bien on a tout, on est gâté. On a du capteur de luminosité, de proximité, ce qui est un minimum, mais bon, tous les Samsung ne l'ont pas, il y a des entrées de gamme qui ne l'ont pas, notamment dans la gamme J. On a du gyroscope, de l'accéléromètre, donc de la boussole, je vous le disais, etc., etc. Donc il y a tous les capteurs qui sont nécessaires, notamment pour faire de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Ça peut plaire à certains. En plus, comme on a une bonne densité de pixels sur cet écran, faire de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, ça peut être plaisant. Alors, à côté de ça, on retrouve deux capteurs supplémentaires. Un capteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien, très rapide, efficace, et on retrouve un capteur d'iris, un capteur en tout cas, une reconnaissance faciale, une fonction de reconnaissance faciale via l'iris. Donc ce qui permet de déverrouiller le téléphone notamment avec son regard, pour peu que vous ayez soit une paire de lunettes très propre, soit pas de paire de lunettes, parce que si vous avez une paire de lunettes de soleil, forcément vous l'imaginez, ça va pas bien se passer avec le capteur d'iris, ou en tout cas la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'iris. Et puis voilà, c'est tout. Si vous avez aussi des lunettes sales, bah forcément ça ne va pas passer à travers non plus. Et si vous êtes, petite particularité, dans la pénombre ou dans l'obscurité, pareil, ça risque de ne pas marcher. Alors, dans l'obscurité, c'est sûr. Dans la pénombre, ça dépend, avec un petit peu de chance. Le capteur d'empreinte digitale, lui, est beaucoup plus efficace et certain. C'est-à-dire que même en sombre environnement, en environnement sombre, peu de lumière, le capteur d'empreinte digitale, mis à part si vous allez manger un McDo juste avant de vous servir de votre téléphone, bah, je dis McDo ou Burger King ou Kik, ce que vous voulez, hein, je ne suis pas sponsorisé par eux, et bien justement, si vous savez manger gras, vous avez les doigts sales, le capteur d'empreinte digitale, il ne marche pas. Mais vous avez, vous le savez, le code PIN qui permet, ou le schéma qui permet de déverrouiller le téléphone. Donc dans tous les cas, déverrouiller le téléphone n'est pas un problème ici. Voilà. Mais vous avez des options supplémentaires pour le déverrouillage. Alors à noter que, eh bien j'aime bien le dire, hein, surtout, le DAS de ce téléphone est très bon. Alors, on a une habitude chez Samsung justement d'avoir ce genre de score bas, notamment sur les hauts de gamme. Donc très bonne note, ce téléphone a un débit d'absorption spécifique, donc la capacité qu'a le téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'il est en usage notamment data ou cellulaire, plus largement, enfin GSM, donc appel, SMS, MMS, envoi d'un email, réception d'un email, lecture d'une vidéo, voilà, c'est ce genre d'usage. Eh bien, le téléphone que vous avez devant les yeux, eh bien, a un score de 0,241 watts par kilo à la tête. Alors au corps c'est différent, c'est 1,250 watts par kilo, certes, mais ce n'est pas les mêmes mesures, en tout cas si, c'est la même échelle de mesure, de la même échelle de valeur, mais ce n'est pas les mesures qui sont faites de la même manière. Hein, il y en a bien qui stipulent ce qui va se passer pour votre tête si vous mettez le téléphone trop longtemps, et l'autre votre corps. Donc votre corps ça peut être votre torse, tout simplement. Voilà. Donc on est sur un très très bon élève sur le marché, mais on a l'habitude chez Samsung, ça fait partie des standards justement d'avoir un très bon DAS chez eux. Maintenant il est temps de passer au système d'exploitation. Le système d'exploitation de ce mobile, eh bien c'est un Android. Forcément, on s'en doute. C'est un Android précisément en version 7.1. Je vais voir si je peux vous retrouver la version.
Est-ce que je vais la retrouver ici? Est-ce qu'on retrouve l'information sur le logiciel ici? Oui, voilà. On est bien sur la version 7.1.1 pour être précis. Le téléphone est aussi doté de la version Samsung Experience 8.5. Alors, le système d'exploitation, on va le voir, c'est bien Nougat. Donc c'est un 7, c'est la version 7. Ce téléphone est censé, selon Samsung, va passer en version 8.0 Oreo. La différence entre Oreo et Nougat, très limitée, il n'y a pas vraiment de révolution. En plus, vous avez déjà le multifenêtre multitâche qui, à mon avis, est la version et le truc superbe apporté par la version Nougat. Donc très bien, c'est cool. Mais Samsung le faisait déjà d'ailleurs avant justement que cette fonction ne soit native sur Android Nougat. Et la version Samsung Experience 8.5, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la surcouche, c'est le design qui va être appliqué sur ce téléphone. Alors, le design de ce téléphone, bon, on le voit, il y a du fond d'écran, il y a des icônes que vous pouvez mettre en arrondi, des icônes que vous pouvez mettre en carré. Il y a énormément d'options de customisation au niveau du design. Vous pouvez passer sur des designs à 5 ou 4 icônes sur la grille, donc vous pouvez changer la grille, la disposition et le nombre d'icônes, pardon. Vous pouvez changer le look des icônes, etc. Tout ça, ce sont des fonctions, des options qui sont dans le menu paramètres. Donc il y a une vraie souplesse qui est apportée au niveau du design. Mais c'est pas tout. Il y a Bixby. Alors Bixby, pour le moment, en France, en tout cas en francophone, ne sert à rien. Dans le sens où c'est une intelligence artificielle, soi-disant, mais qui n'est pas si intelligente que ça, par contre qui est très artificielle. Et dans le coup, par exemple, Bixby va vous permettre, quand vous utilisez le capteur photo sur ce téléphone, de prendre un objet, de prendre une photo d'un objet et de chercher sur Amazon le prix de cet objet. Alors ça peut être utile quand vous êtes dans un magasin et que vous voulez savoir si le prix est bon par rapport à Amazon notamment, mais bon, c'est quand même une fonction sacrément partnership, quoi. C'est vraiment du deal entre Samsung et Amazon. Est-ce que Bixby est intéressant pour ça? Pas vraiment. Bixby, en France, en francophone, c'est même pas la moitié de l'usage américain. Donc Bixby aujourd'hui n'est pas vraiment bien déployé, pas en français en tout cas. Ça reste très parcellaire et c'est vraiment une AI qui est pas, à mon avis, très intéressante. Et aujourd'hui, Bixby, quand vous l'activez, c'est plus un flux d'actualité qu'autre chose. Voilà, c'est des recommandations, mais c'est pas bluffant, quoi. Donc j'enlève Bixby parce que pour moi elle n'apporte pas grand chose, elle n'est pas plus performante que Google Now, Google Assistant. C'est pas performant, en tout cas pas en tant que tel aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire de la part de Samsung. Par contre, vous avez d'autres fonctions de Samsung qui sont apportées dans ce téléphone. Par exemple, vous avez des fonctions très classiques que l'on retrouve chez tous les A et tous les S. On a du Samsung Health, donc c'est votre coach sportif. Si vous avez un bracelet sportif, par exemple, c'est très bien, c'est utile. Ça s'interface merveilleusement bien. Samsung Connect, pas très utile. On a Internet qui est le navigateur Internet de Samsung, qu'on a déjà vu sur la gamme A, sur la gamme S, sur la gamme J. S-Voice qui est l'équivalent de Google Now version Samsung. Galaxy Apps qui est un univers de type Play Store mais version Samsung. Mes fichiers par exemple. Il y a la fonction Knox dans ce téléphone qui vous permettra de sécuriser des éléments, des fichiers, des dossiers, des applications de votre mobile. Alors, on a aussi chez Samsung déjà depuis quelques années un partenariat très fort avec Microsoft. Et ça se passe bien parce que, en fait, de base, mais vous avez le choix de ne pas les installer, vous avez des applications comme Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, pardon. C'est l'espace cloud proposé par Microsoft. Et vous avez LinkedIn, parce que souvenons-nous, LinkedIn a été racheté par Microsoft pour un sacré paquet de milliards de dollars. Comme quoi l'argent, on en trouve toujours où on veut. Et finalement, qu'est-ce qui se passe de plus? Il n'y a pas grand-chose. C'est une surcouche qui reste très légère par rapport à ce que l'on avait dans les années 2016, 2015 avec TouchWiz, qui était l'ancien nom de la surcouche. Ici, avec Samsung Experience, qu'est-ce qui évolue énormément? Alors certes, quelques applications Samsung que je vous ai montrées, mais finalement ce qui évolue énormément, c'est le menu, c'est le paramétrage. Et dans le paramétrage, on a des options supplémentaires qui sont sympas. Par exemple, vous avez la fonction allez, filtre de lumière bleue, bon ok, bon ça c'est pas spécialement Samsung, mais vous avez par exemple application en arrière-plan, est-ce qu'elle peut, quelle est la dimension de l'application, vous pouvez choisir de désactiver le témoin lumineux, donc il y a bien une lettre de notification, la barre d'état vous pouvez changer par exemple sa disposition, donc c'est un peu comment dire, d'ergonomie, de design, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le mode d'écran par exemple, vous pouvez choisir la tonalité de l'écran. Alors ça peut être intéressant parce que de base, l'écran a une tonalité bleue. Alors moi, ça ne me dérange pas parce que je préfère les écrans qui ont une tonalité qui va vers le bleu. Sauf que vous pouvez par exemple choisir le mode basique qui va vous donner une tonalité qui va aller vers le jaune, jaune-orange. Voilà, donc
une couleur chaude ou une couleur froide. Vous avez aussi le mode cinéma AMOLED et le mode photo AMOLED. Voilà, donc il y a des réglages supplémentaires. Vous pouvez aussi choisir de customiser votre réglage. OK. Voilà, donc ça, ce sont des particularités supplémentaires qui sont apportées par Samsung dans son paramétrage. Vous avez aussi la fonction, par exemple, parce que je sais que vous allez me le poser dans les commentaires, vous avez la fonction Always on Display. Alors pour peu que je ne fasse pas mon effet Bonaldi et que j'ai bien la fonction Always on Display, bah non, bien évidemment, forcément, j'ai dû la désactiver, j'ai dû faire une boulette. Bon, on y retourne. Est-ce que j'ai activé ou désactivé la fonction Always on Display ou est-ce qu'elle a des heures, justement, parce que vous pouvez aussi dire le Always on Display, je ne le veux pas ou je ne le veux que de telle heure à telle heure. Bon, je ne le retrouve plus. Elle était là il y a quelques instants. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais je vous confirme que oui, il y a bien la fonction. Je suis sûrement en train de passer à côté d'ailleurs. Soit. Ah, bah, elle est là. Vous voyez? Donc vous avez la fonction Always on Display et bah, ça vous permet de choisir le type d'affichage que vous voulez avoir. Bon, ce type-là par exemple, qui est d'ailleurs typiquement celui que j'ai sur mon propre mobile, qui n'est pas un A8 2018. Ce téléphone donc a cette fameuse surcouche qui permet principalement de la customisation. Alors, c'est pas tout. Maintenant, on va parler d'un autre point majeur, justement lors des tests de Top 4 Fun, on va parler de l'usage. Alors, l'usage de ce téléphone, alors vous l'imaginez, il fait tout ce qu'on veut, il fait tout ce qu'on lui demande. Grosse application, en mode fractionné d'ailleurs, en multitâche, oui. On peut lire des MMS, on peut lire des SMS, on peut faire des appels, ce qui est assez logique puisque c'est un téléphone. On peut lire des MP3, lire des vidéos, je vous les montrais tout à l'heure. Bon, tout ce qui est multimédia, on peut. On peut faire des gros jeux 2D. Bon, on peut faire des gros jeux 3D. Et ça se passe très bien, avec un bon niveau d'ailleurs de fluidité d'image. Tant mieux. Donc, tout se passe bien au niveau de l'usage de ce téléphone. Alors, il y a deux usages supplémentaires au niveau du téléphone qui permettent de distinguer les bons et les mauvais élèves, des bons mobiles et des mauvais mobiles. Alors du coup, on va commencer déjà par le capteur photo. Alors on va commencer par le capteur photo dorsal. Le capteur photo dorsal est un... Bon, alors là pour le coup, vous voyez, j'ai commencé par le frontal, décidément. Je dis des bêtises. Alors le capteur photo dorsal, il marche très bien. Autofocus rapide. Ah bah tiens donc. Voilà, ça c'est mon autre téléphone qui s'active. Le mien, hein, qui s'est activé sur S-Voice. Le téléphone... Et d'ailleurs, j'ai même pas dit S-Voice. Donc le Galaxy... Ah mais par contre, j'ai dit Galaxy, c'est pour ça. Bon, on arrête les parenthèses. Le téléphone avec le capteur photo dorsal prend des très bonnes photos. C'est un 16 mégapixels, très efficace, avec un simple flash LED, ce qui est assez étonnant parce que d'habitude on a des dual tone double flash LED, là il est simple. L'ouverture est de 1.7, très bien. Les photos, je mettrai probablement aussi un exemple si je ne l'ai pas déjà fait. Les photos sont belles. Franchement, elles sont belles. Elles sont plutôt bien gérées. Profondeur de champ est plutôt bien gérée. La netteté est plutôt bonne. Il n'y a pas d'aberration chromatique. Tout se passe bien à partir du moment où vous avez de la lumière. Si jamais vous manquez de lumière, eh bien, les capteurs photo, que ce soit dorsal ou frontal, eh bien, ils vont être à l'agonie, ils vont être en panique. Parce qu'ils vont monter dans les ISO, ils vont mal les gérer. Du coup, moi j'en arrive même à me demander si c'est pas plutôt le logiciel qui a du mal à gérer les ISO plutôt que les capteurs eux-mêmes. Mais ce qui se passe de toute façon, c'est que si vous commencez à manquer de luminosité, eh bien forcément, je viens de vous le dire, les capteurs vont être en panique. D'un autre côté, c'est un peu normal, puisque des capteurs photo qui sont capables de prendre beaucoup de lumière et qui sont capables d'aller chercher cette lumière quand il manque de luminosité, bah oui, c'est plutôt rare et c'est voire même inexistant, hein. On n'est pas dans le domaine de la photo avec des boîtiers réflexes. Du coup, c'est un grand classique, mais c'est vrai que ça apparaît plus fortement sur ce téléphone. Il n'aime pas l'absence de luminosité. Par contre, quand il y a de la lumière, alors là, franchement, il marche vraiment très bien. Et pour les capteurs frontales, parce qu'il y en a deux, je le rappelle, il y a alors précisément un 16 mégapixels et un 8 mégapixels. L'avantage de ce double capteur photo, c'est pas forcément de basculer de l'un à l'autre. Parce qu'il n'y a pas forcément une ouverture qui est meilleure sur l'un que sur l'autre. Il n'y a pas d'effet grand angle démesuré. Par contre, la particularité de ces deux capteurs photo, qui sont là, c'est qu'ils permettent de gérer l'effet bokeh, mais à merveille. Là, encore une fois de plus, vous avez vraiment cette capacité à gérer la profondeur de champ. Et quand vous prenez des selfies, ce qui est un peu le but quand vous faites des photos avec le capteur photo frontal, eh bien vous allez vraiment pouvoir détacher, grâce à cette notion-là, et vous allez vraiment pouvoir le détacher parce que vous gérez l'effet, ce qu'on appelle l'effet bokeh, donc la profondeur de champ, le flou qui se trouve en deuxième plan et la netteté qui se trouve en premier plan, je mettrai aussi une incrustation d'image, eh bien vous allez pouvoir la gérer à merveille. Donc c'est vraiment l'avantage ici au niveau des capteurs photo que justement ces les doubles capteurs. Voilà. Et au niveau de la prise de vidéo, bah, pas de 4K. Aucun de ces capteurs ne fait de la 4K. Vous êtes en 1080p, mais ça suffit largement. Si vous voulez faire de la vidéo, je crois que la 1080p aujourd'hui
sur un smartphone, en termes de qualité, c'est déjà suffisant. D'autant plus que généralement, les capteurs photo qui servent à faire de la vidéo sur les téléphones Samsung ont tendance à faire toujours constamment des mises au point, ce qui est assez désagréable et qui vous donne un effet typiquement Cloverfield. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est un film qui vous fout la gerbe, désolé de le dire de cette manière-là, parce que ça secoue vraiment à mort, parce qu'il y a une caméra au point. L'effet que je suis en train de vous décrire justement avec l'effet vidéo sur les téléphones Samsung, c'est exactement celui-là. Les mises au point sont systématiques, se basent sur votre visage, et forcément si vous faites de la vidéo, que vous essayez de vous filmer vous-même, je le fais moi-même notamment avec mon propre téléphone, eh bien ça va donner des mises au point constantes avec cet effet de flottement au niveau de la vidéo, ce qui est vraiment gerbatoire. Donc quand vous faites des vidéos avec un téléphone, déjà c'est généralement pas satisfaisant. Quand vous le faites avec un Samsung, notamment le Samsung A8 2018, ça fait énormément de mises au point. La qualité n'est pas là. Quand on est un vrai puriste de vidéo, c'est comme pour la photo. La photo, on prend un déboîtier réflexe. Quand on veut faire de la vidéo, on prend une vraie caméra, y compris si c'est une caméra à 200 balles. Ça fera toujours mieux le taf qu'un téléphone. Voilà. Reste que la photo, comme je vous l'ai dit, très satisfaisante. Au niveau de l'autonomie, parce que c'est le deuxième aspect, l'autonomie de ce téléphone, alors déjà, premièrement, il y a une batterie de 3000 mAh qui est intégrée dans le mobile, que vous ne pouvez pas extraire parce que le téléphone est monobloc, unibody, hein, vous ne pouvez pas l'ouvrir, donc ça c'est la première chose. Si jamais il faut changer la batterie, il vaut mieux passer par un réparateur que de le faire soi-même parce que vous risquez d'abîmer le téléphone, premièrement. Mais une batterie de 3000 mAh sur un téléphone comme ça me semble tout à fait logique. C'est un téléphone qui n'est pas spécialement énergivore parce qu'il a des avantages. Il a un processeur, comme je vous l'ai dit, qui sait gérer sa consommation énergétique en fonction des besoins, donc ça c'est déjà le premier point. Deuxième point, l'écran est un Super AMOLED qui consomme moins d'énergie qu'un IPS en raison de sa technologie, en raison notamment du fait que les pixels, quand ils sont noirs, ils sont vraiment éteints. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'en ai déjà énormément parlé dans d'autres vidéos de test, hein, mais tout simplement, oui, c'est un téléphone qui peut énergivore grâce à ces deux paramètres. Troisième paramètre, il est probablement optimisé au niveau du logiciel et le mode économie d'énergie de ce téléphone est très bien pensé, très bien fait. Et ça aussi, c'est un avantage des mobiles Samsung. Autre avantage de ce mobile, il est recharge rapide. Il est recharge rapide, donc recharger ce téléphone. Alors j'ai fait plusieurs tests, justement. Recharger ce téléphone en passant de 25% à 50% de batterie grâce à la recharge rapide, c'est une dizaine de minutes. Et passer de 0% à 100% de batterie, c'est un peu moins d'une heure. Si vous utilisez bien sûr le chargeur recharge rapide qui est fourni avec le téléphone dans la boîte. C'est la condition, parce que si vous chargez par exemple votre téléphone sur un port USB, ça va prendre un temps infini. Parce que tout simplement l'USB ne donne pas le même niveau de charge, le même niveau d'énergie que la prise secteur 220 volts que vous allez pouvoir trouver justement dans la boîte, je le rappelle. Voilà, donc c'est la particularité de ce téléphone, il est fast charging, c'est comme ça qu'on dit en anglais, il est recharge rapide. Et donc c'est un bon point, finalement c'est un bon point. Alors, on va arriver à la conclusion, et je me rends compte aussi d'un point que j'ai oublié de vous donner, c'est la consommation énergétique du téléphone. Alors oui, il dépasse la journée avant la recharge, mais pas deux, plutôt une. Sauf si vous déclenchez le mode énergie, mode économie d'énergie pardon, de ce téléphone qui est très euh, bridant, strong, fort, hein, j'allais le dire, justement, parce que ce mode économie d'énergie, quand vous le mettez dans son paramétrage maximal, il va vraiment être très sanctionnant, il va vraiment vous couper beaucoup de choses. Du coup, c'est plus un smartphone que vous avez, c'est un téléphone quasiment feature phone avec un écran tactile. Mais le mode économie d'énergie, il vous permet, si vous l'activez de façon forte, vraiment de faire plusieurs jours. Hein. On dépasse les 2 jours, on va beaucoup plus loin. Donc ça, c'est la parenthèse. D'un autre côté, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est combien consomme ce téléphone pour une heure de vidéo. C'est à peu près 16% de batterie. Donc on est vraiment dans les bons élèves avec ce mobile. Ce téléphone est un bon élève sur la photo. Ce téléphone est un bon élève pour l'autonomie. Mais c'est un peu l'habitude que l'on a sur les mobiles de la gamme A et les mobiles de la gamme S. Les mobiles de la gamme J sont un peu moins concernés par la bonne autonomie. Alors du coup, on a parlé d'usage, et maintenant il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Une vidéo qui dure donc depuis plus d'une trentaine de minutes, parce qu'il y avait des choses à dire. Alors, globalement, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? C'est un très bon mobile. C'est un très bon mobile, mais qui malgré tout a son prix, 500 euros. 500 euros, pour moi, c'est un beau budget quand même aujourd'hui pour un téléphone. Il est vrai que face à des téléphones qui valent 200 euros, 500 euros, ça commence quand même à piquer un peu. Et bon, je le rappelle, chez Samsung, des mobiles, les S9, S9 Plus, qui viennent de sortir, c'est 800, 900 euros, 1000 euros. On n'est pas dans les mêmes prix. Donc voilà, on monte vraiment en gamme. Ici, on a un téléphone qui est entre la gamme A et la gamme S, qui a un prix qui semble cohérent si on prend la grille de tarifs de Samsung, donc ça reste logique. Certes, mais c'est bon, ça reste logique, certes, sur le prix, je vais y revenir,
Je reviens sur les spécifications, elles sont très bonnes. Voilà, donc on est en face d'un bon mobile qui a un prix élevé. Et c'est ce prix élevé, comme je vous le disais en début de vidéo, qui va être son principal problème. Et son deuxième problème, c'est que c'est un mobile Samsung. Finalement, les acheteurs, peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, êtes intéressés par le Samsung A8 2018, sinon vous ne seriez pas en train de regarder la vidéo. Eh bien, vous êtes intéressé par un mobile qui est en concurrence frontale avec le S8, parce que le S8, ça fait un an qu'il est sorti. Certes, il valait plus de 800 euros quand il a été commercialisé, il était proche des 900 euros, mais avec le temps, au cours des 12 derniers mois, comme c'est l'habitude dans le monde du smartphone Android notamment, les prix baissent. Et au final, le Samsung Galaxy S8, aujourd'hui, on arrive à le retrouver dans les 550 euros. Donc 500 euros pour le A8, et finalement, on arrive à retrouver le S8 à 550 euros. Donc l'écart de prix n'est pas énorme, et le S8 est clairement nettement plus intéressant. Plus performant, capteur photo plus à l'aise encore, écran plus sympathique, bon pas radicalement plus sympathique, mais un peu plus sympathique, design un peu plus valorisant, mais c'est quand même un S8, donc c'est quand même à la base plus valorisant qu'un A8. Voilà, donc le problème de ce mobile, c'est la concurrence interne, le fait même qu'il se fasse concurrencer par un autre mobile vers lequel en fait il tend, le S8. L'autre problème de ce téléphone, c'est qu'à 500 euros, la concurrence est extrêmement rude. La concurrence est extrêmement rude parce qu'on est sur un budget qui est tellement conséquent que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, potentiels acheteurs, eh bien forcément vous avez envie d'avoir le top. 500 euros, on a envie d'avoir de la crème de la crème. Et bien du coup, on se retrouve avec énormément de téléphones, pas en tout cas énormément non, mais on se retrouve avec des très beaux téléphones en concurrence frontale. Que ce soit du Huawei ou du OnePlus, notamment avec le 5T, on a des très beaux mobiles qui sont très agressivement placés en face, puisqu'ils sont plus performants, potentiellement meilleurs sur certains aspects, potentiellement moins bons, notamment sur l'écran, parce que cet écran il est vraiment très bon. Voilà, donc finalement, le problème de ce téléphone, c'est pas qu'il est mal spéqué, au contraire, il est très bien spéqué, c'est quand même relativement son prix, et c'est que la concurrence à ce prix, elle est extrêmement rude, y compris chez Samsung même. Et ça, c'est ça qui est étonnant. Voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu. Si vous avez envie de réagir, faites-moi plaisir, ça compte énormément vos réactions, et je les lis toutes, et j'essaie de répondre à toutes vos réactions, tous vos commentaires, je réponds à 99% des commentaires, 99,9%. Si vous avez envie de réagir justement sur cette vidéo, me donner votre avis sur la vidéo en elle-même, le test en lui-même, le mobile, si vous avez envie de réagir par rapport à certains points que j'ai évoqués au niveau de cette vidéo, n'hésitez pas, lâchez-vous dans la zone de commentaires, c'est en dessous de la vidéo si elle est sur YouTube, et en dessous de la vidéo aussi si elle est hébergée sur notre site. Donc c'est exactement la même chose. Donc lâchez-vous dans la zone de commentaires. Et puis vous le savez, deux autres points, vous avez notre comparateur de prix, j'aime bien insister sur cette notion-là parce qu'il vous permet de faire les bonnes affaires. C'est pour vous, maintenant vous faites ce que vous voulez, mais le comparateur de prix, donc il est ici, probablement en inscription, en incrustation, en description, en commentaire, mais n'hésitez pas à l'utiliser. Et si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en voir d'autres, d'être au courant justement de l'actualité du smartphone et que vous aimez cet univers, eh bien il y a un petit bouton qui s'appelle ici plus un abonnement. Eh bien vous vous abonnez à notre chaîne et vous êtes donc de fait, surtout si vous cliquez sur la petite cloche à côté de l'abonnement, eh bien vous êtes notifié, vous êtes averti des prochains tests que je vais publier, mais aussi des prochaines vidéos de déballage, aussi des prochains interviews, etc. que je vais pouvoir réaliser. Voilà. Donc du coup, une vidéo longue, et vous le savez, chez Top for Phone, on ne fait pas les tests à moitié, on va vraiment dans le détail, sinon eh bien, on ne serait pas Top for Phone, hein, tout simplement. Top for Phone, on va dans le détail, c'est comme ça. Merci d'avoir vu cette vidéo, et maintenant il est temps de se laisser. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, déballages, interviews, etc., etc. On fait plein de formats de vidéos, il y en a d'autres qui vont arriver, et puis c'est tout, tout est dit. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.